Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au débat. Merci d'être avec nous. C'est votre information sur Europe 1 pour mieux comprendre les grands faits de l'actualité en France, en Afrique et dans le monde. L'émission en direct jusqu'à 19h20, heure de Paris. Le numéro de téléphone pour nous joindre si vous souhaitez, c'est le 01 55 07 58 00 depuis la France ou le 0033 1 55 07 58 00 depuis d'autres pays dans le monde. Je peux intervenir en direct sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Africa numéro 1, le grand débat. Francis Laloupo. L'élection présidentielle au Cameroun, le temps des candidatures. Cette édition du grand débat est consacrée donc à l'élection présidentielle au Cameroun, prévue en octobre prochain dans un contexte marqué par une double crise sécuritaire, une déterminable lutte contre le groupe terroriste Boko Haram et aussi ce qu'on désigne comme la crise anglophone qui se transforme en un conflit avec d'alarmantes conséquences humanitaires. C'est dans ce climat qu'une douzaine de candidats et peut-être davantage brigueront la magistrature suprême dans un pays qui n'a jamais eu, en réalité, l'alternance par la voie des urnes depuis son indépendance. Quel résultat peuvent-ils attendre ces candidats de cette compétition face à l'équation d'une nouvelle et probable candidature du président sortant Paul Biya, 85 ans au pouvoir depuis 1982, inamovible, représentant d'un système qui détient tout le levier du pouvoir. Quelles seront les offres politiques des différents candidats permettant de mobiliser les électeurs? État des lieux de cette période préélectorale au Cameroun avec un invité spécial, Maurice Kamto, l'un des candidats donc déclarés à cette élection, choisi par Valentin Blanc. Africa numéro 1, le grand débat. Le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Nos amicales salutations à tous ceux qui nous écoutent au Cap, en Europe, en Afrique, aux Amériques. Mention spéciale à ceux qui nous écoutent aujourd'hui à Yaoundé, à Douala, à Lubumbashi, à Édimbourg, à Abidjan ou encore à Montréal. Bienvenue à nos nouveaux amis sur Facebook. On va en citer quelques-uns: Aïssa Toussi, Albert Paimi Padake, Mohamed Echedi Ben Aïssa, Rodolphe Sedjuro Rompevi, Prince Kiwe Nyenga, Studi Médic France, Jourdain Ndiégué, Patrice Ronsounou et encore Massa Ngam qui rejoint la communauté co-débatteur du grand débat sur facebook.com/le grand débat. Merci. Et toujours et encore une pensée forte à nos amis du Burundi. Le grand débat, analyse, décryptage, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. Quelles sont les capacités des candidats à proposer des offres politiques alternatives susceptibles de faire espérer aux électeurs une alternance au sommet de l'État? Les conditions techniques seront-elles réunies pour un scrutin transparent garantissant la vérité des urnes? Pour en parler avec nous, un invité spécial dans ce grand débat, Maurice Kamto. Bonsoir. Bonsoir. Maurice Kamto, vous êtes président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Vous êtes candidat donc à cette élection présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. Vous êtes professeur agrégé à la faculté de droit de Yaoundé, mais je vous présenterai plus amplement dans quelques instants. Également avec nous dans cette édition, mon confrère Abdelaziz Moudou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste des relations internationales. Alors, une fiche de présentation, parce que le candidat à la présidentielle, c'est un peu la condition qu'on est sur quand on reçoit le candidat aux élections présidentielles en Afrique. Vous êtes né en 1954 à Bafoussam au Cameroun. Vous avez entrepris des études supérieures au Cameroun, sanctionnées par une licence en droit public à l'université de Yaoundé. Ensuite, vous enchaînez, si je puis dire, plusieurs diplômes et distinctions: diplôme d'études approfondies de droit international à la faculté de droit de Nice, diplôme de l'Institut international d'administration publique de Paris, doctorat d'État en droit à la faculté de droit de Nice, récipiendaire, entre autres distinctions, du prix de l'Académie des sciences d'outre-mer. Vous êtes agrégé des facultés françaises de droit, vous serez professeur aux universités de Yaoundé, enseignant à l'université de Yaoundé également, puis à l'Institut des relations internationales et à l'École nationale d'administration de magistrature de Yaoundé, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2, avocat au barreau de Paris depuis 1997. Vous êtes membre de la commission du droit international des Nations Unies. Vous avez représenté d'ailleurs le Cameroun avec d'autres pays africains dans divers litiges internationaux, notamment devant la Cour internationale de justice. De 2004 à 2011, vous occuperez au sein du gouvernement camerounais le poste de ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux au Cameroun. Et vous êtes donc président de votre parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, créé en 2012. Alors Maurice Kamto, voilà, on retient toujours que vous avez été au sein du système, au sein du pouvoir avant de vous en écarter. Vous avez été ministre pendant 7 ans, ministre délégué, tenez-vous à dire généralement. Alors, on se souvient de votre démission du gouvernement en 2011. Est-ce que vous pouvez préciser à nouveau aux auditeurs les raisons qui vous ont amené à prendre vos distances avec le pouvoir de Paul Biya?
D'abord, merci de m'accueillir dans votre émission. La première raison, c'est que en 2011, j'avais le sentiment d'avoir accompli la mission qui probablement m'avait amené au gouvernement, c'est-à-dire la conduite de la délégation camerounaise au plan technique dans la mise en œuvre de l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice le 10 octobre 2002 de l'affaire dite Bakassi, opposant le Cameroun au Nigeria. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le plan de l'orientation générale de la marche de notre pays, je pense qu'il y avait suffisamment de signaux qui indiquaient que nous n'étions pas dans la bonne trajectoire en termes de développement économique, en termes justement de politique sociale, et qu'il était difficile, je dois dire aussi, de faire bouger les choses de l'intérieur, comme l'on dit. J'ai pensé que m'étant acquitté de mon mieux du dossier du différend frontalier entre mon pays et un pays voisin, il était temps de prendre mes distances. C'est pour cela que j'ai donc démissionné en novembre 2011. Vous avez pris vos distances pour créer quand même un parti politique un an plus tard, en 2012. Et étant au gouvernement, pourquoi n'avez-vous jamais songé à adhérer au parti au pouvoir? Non, il y avait, je crois, un désaccord. Oui, il y avait un désaccord profond sur la conception de la vie politique à partir du RDPC. Je rappelle que le RDPC est héritier de l'Union nationale du Cameroun, parti unique fondé en 1966 par le premier président de la République. Ils étaient restés dans la logique du parti unique. N'oublions quand même pas que l'ouverture du pays au multipartisme ne se réalise qu'en 1990-91, dans les conditions que nous connaissons, puisque il y a une marche à Bamenda au cours de laquelle il y aura 6 morts. Marche parce que les gens veulent créer un parti politique d'opposition, alors même que l'article 3 de la Constitution de l'époque disait déjà que les partis politiques, les partis et formations politiques au pluriel concourent à l'expression du suffrage. Donc il m'était assez difficile, en ce qui me concerne, justement d'adhérer à une formation politique qui vivait très mal la concurrence et n'acceptait, et l'avait finalement accepté du reste en 1990, les conditions que je viens de décrire. Maurice Kamto, on vous a reçu dans le grand débat, alors j'ai été voir dans mes documents, c'est précisément le 22 juin 2015. Donc, voilà. Donc à cette époque-là, vous avez à propos de votre parti politique. Nous voulons surtout faire savoir aux Camerounais que nous sommes parvenus à réunir plusieurs formations politiques sous une même bannière, parvenir ici à en réduire le nombre plutôt que de le multiplier à l'infini. Et cela témoigne de la pertinence de notre mouvement. Nous restons ouverts aux partis, aux personnalités qui veulent se joindre à nous. Alors, est-ce que vous êtes parvenu, je veux dire, à intégrer plusieurs mouvements, à, de cette manière, freiner, je dirais, cette multiplication exponentielle des partis politiques? Cameroun, on en compte 300 au bas mot. En effet, pas autant que nous l'aurions voulu. Parce que finalement, je crois que la vie s'est faite avec 2 ou 3 partis politiques, alors qu'au début, on visait peut-être 5 ou 8, voire plus. Mais chemin faisant, certaines formations politiques qui étaient avec nous au départ ont choisi de reprendre leur liberté, parfois pour des questions, j'allais dire, idéologiques, puisque les formations a quitté le navire parce qu'elle mettait l'accent sur le caractère religieux de l'idéologie qu'il fallait mettre en avant. Et notre argument était de dire, d'abord nous sommes un État laïque, ensuite on ne peut pas écarter les Camerounais qui n'auraient pas une de religion. Donc nous sommes ouverts à tout le monde, ça peut donc être un argument. Donc cette formation politique-là est partie. D'autres, pour d'autres raisons qui leur sont propres, également ont quitté le navire. Mais je puis vous dire qu'au moment de la création du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il y avait le MRP, Mouvement républicain populaire, le MOREP, mais qui avait fait semblant de fusionner, ne l'avait pas fait finalement, puisque au lieu de la fusion, c'est son président qui s'est détaché tout seul de son parti pour rejoindre le MRC. Il y avait le PPD qui est un parti basé à Douala, d'ailleurs du rang duquel est issu notre seul député, puisque nous avons un seul député à l'Assemblée nationale. Vous avez fait votre parti en avril dernier, alors c'était une grande cérémonie, on a vu les images évidemment, et on a fait de notre mieux. Pourquoi vous êtes candidat au fond, Maurice Kamto? Vous êtes candidat pour compétir réellement, pour gagner, ou alors simplement pour, je veux dire, ancrer davantage le parti sur l'échiquier politique camerounais? Non. Si je commençais par la fin, je dirais que la situation du pays
ne permet pas que l'on fasse ce genre d'aventure ou que l'on se donne ce genre de liberté de venir juste pour essayer ou enraciner son propre parti politique. Non, nous avec la ferme intention de gagner. Et nous avons travaillé dur pendant 6 ans pour nous donner justement les moyens et créer les conditions d'une victoire de l'opposition et en tout cas d'une victoire d'un candidat porté par notre parti et d'autres formations politiques éventuellement. Pourquoi est-ce que je suis candidat? C'est que lorsque vous regardez la situation du pays sur une longue période ou une période relativement longue, à un moment donné vous posez la question suivante: est-ce qu'on va continuer les uns et les autres à se passer les bras et à ne rien faire? Et lorsqu'au fond de vous-même vous faites une réflexion et peut-être avec d'autres pour dégager un corpus d'idées et de propositions concrètes qui peuvent contribuer à améliorer les choses, vous dites je peux apporter ma modeste contribution. Et dès lors que vos camarades vous font confiance, alors vous sentez justement d'engager le combat politique que nous engageons aujourd'hui en vue de la présidentielle à venir. On parlera tout à l'heure, dans quelques instants, de la manière dont cette candidature est commentée au Cameroun. Mais avant cela, je laisse la parole à Abdelaziz Mondé, mon confrère, pour un premier commentaire sur cette candidature, très commentée. Oui, une candidature très commentée. Évidemment, pour ce que le personnage Moïse Kamto ne laisse pas indifférent. Vous avez rappelé tout à l'heure à la fois sa trajectoire, mais aussi parce que malgré tout le discours, je vois que Moïse Kamto fait des efforts herculéens même pour clarifier sa pensée. La dernière fois sur Afrique Média, il a été encore plus clair sur un certain nombre de sujets, mais il y a des polémiques qui persistent. Et je pense que ces polémiques persistent pour 2 raisons. Moïse Kamto est l'auteur d'un ouvrage, L'urgence. Il nous a nourri pour certains d'entre nous. Quand j'étais étudiant en journalisme, ce sont des ouvrages que voilà, publiés dans une maison d'édition qu'il connaît, donc en 93. Et dans cet ouvrage-là, Moïse Kamto dit le plus dur reste à faire, c'est de prendre toutes les bastilles qui sont dans nos têtes, car nous n'avons cessé d'être les propres fossoyeurs de nos espérances. Est-ce que justement ce n'est pas cela le Cameroun, puisqu'il se lance dans une diatribe finalement, ou bien une analyse, mais vraiment au scalpel de la société camerounaise en 93, donc ça fait déjà un certain moment, et on transpose la société camerounaise qu'il décrit en ce moment-là aujourd'hui. On a trait pour trait ce que Moïse Kamto brillait là-dedans. Est-ce que finalement ce n'est pas cette crise à la fois morale, cette crise de l'imaginaire, cette décrépitude des valeurs qui fait que on ne croit plus, on a démonétisé la parole au point de ne pas croire en des candidatures comme les vôtres. Y compris la parole politique alors. Vous avez sans doute raison. J'ai écrit ce livre dans le souci de jeter vraiment modestement ce que je considérais comme les bases d'un débat serein au Cameroun. Parce qu'à l'époque déjà, effectivement, on voyait les dérapages que l'on voit aujourd'hui. Vous avez raison de dire qu'on peut transposer la situation. Mais est-ce une bonne raison pour ne rien faire? J'ai écrit le livre en 90. J'étais pas dans le champ politique, j'étais dans l'espace public, mais pas dans le champ. Je faisais ce constat et je n'ai pas eu l'impression que, chemin faisant, les choses aient fondamentalement changé. Au fond, ce que l'on observe, c'est qu'après 1992, qui est l'année où a eu lieu la première élection pluraliste au Cameroun, après le retour du multipartisme, il y a eu la construction d'un discours politique qui a passablement, et il y a aussi le compte des acteurs, mais il y a eu un discours qui a été élaboré, qui a éloigné les citoyens camerounais du champ politique. Le premier élément de ce discours, c'est de toute façon, que vous votiez ou pas, ça ne changera rien, la victoire est déjà assurée à un parti politique. Deuxièmement, en face, il n'y a rien, il n'y a aucune offre politique. Et troisièmement, il y a eu aussi le comportement des acteurs qui n'a pas toujours, de ce point de vue-là, été exemplaire sur le plan politique. Je ne suis même pas sur le registre moral. Oui. Déjà, sur le plan purement politique, ça n'a pas été exemplaire. Pour toutes ces raisons, nous avons effectivement compris que nos compatriotes avaient sans doute de bonnes raisons de dire qu'on n'y voit pas clair, on peut prendre du recul. Et c'est sur la base de ce diagnostic que nous avons engagé notre propre travail politique à partir de 2012-2013. Oui. Oui. Alors, donc, pour ne pas vous couper, Moïse Kamto, en fait, je posais 2 questions pour clarifier d'abord. Parce que Francis Lalopo, tout à l'heure, a évoqué la création du MRC. Et on a vu d'anciens camarades se déployer dans les médias pour contredire la version que vous donnez. Hubert Ateba, Fabien Assigana, qui... voilà, il y a une théorie du complot, finalement, qui prospère dans l'opinion. Alors, est-ce que
peut-être de clarifier les choses au sujet de la création du MRC précisément, qui pouvait avoir un double avantage. Le premier, c'était de rassembler, évidemment, une perspective comme la présidentielle où on a un éclatement, une atomisation, on peut rassembler les forces, vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi le fait qu'on a une émergence d'idées nouvelles, une offre politique nouvelle sur le champ, l'espace politique camerounais. Oui, merci. Sur les conditions de création du mouvement pour la renaissance du Cameroun, je crois que tout le monde sait, et je ne peux pas nier que ces personnes que vous venez de citer étaient présentes, justement, au moment où nous tenions nos réunions, pour ceux qui connaissent Yaoundé, vers le carrefour Mec, qui va vers Colbison. On tenait ces réunions-là, avant que ça ne devienne parti politique. On était encore, justement, sur le plan du débat d'idées, de définir un corpus idéologique, qu'est-ce qu'on veut faire exactement, avec qui et comment. Donc, ces personnes étaient là, indiscutablement. Et je dois vous dire au passage que je ne me suis pas nommé président du MRC. Et si les gens sont honnêtes, ils vous disent, quand j'y suis arrivé, j'ai dit, je voudrais que l'on construise un parti d'opposition crédible au Cameroun. Mon premier souci n'était pas d'en devenir le président, croyez-moi. Et lorsque nous tenons la première convention du parti, ce n'est pas moi qui me désigne président, c'est eux. Et je n'ai nommé personne en poste. Ce sont eux, toutes ces personnes que vous nommez, vous pouvez encore leur demander si je leur ai proposé un poste ou un autre, si je les ai nommés un poste ou un autre. Les discussions se sont faites d'ailleurs autour de notre camarade Fogué, qui était le président du MRP, et c'est autour de son parti finalement que le MRC est né. On a en fait converti l'acte de création de son parti en MRC, en parti MRC. Et donc c'est eux qui ont discuté pour dire qui fait quoi, à quel poste. Voilà comment. Et cela a été acté au cours de la première convention. Ensuite, ces personnes se sont éloignées d'elles-mêmes, demandé, posé la question. À combien le directoire national, parce qu'on croit que Maurice Kamto règne sur le MRC, il y a l'organe de décision qui siège chaque fois, par semaine, tous les mardis, s'appelle le directoire national du parti. Donc on n'avait pas privatisé le MRC. Absolument, loin s'en faut. Et donc ces personnes ne sont pas venues 3 fois en 5 ans aux réunions du directoire. Je suis surpris qu'elle puisse tenir de telles propositions. En tout cas, vous en êtes aujourd'hui le candidat pour la présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. Édition spéciale de ce grand débat consacré à cette élection présidentielle au Cameroun. Notre invité exceptionnel, Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Restez avec nous, on marque une pause pour publicité. Retour dans 2 petites minutes pour reprendre le cours de ce débat. Ne partez pas, à tout de suite. Maxime joue tous les meilleurs sons d'Afrique à partir de 14h. Ça va Boubacar, en spectateur, ça me rappelle du souvenir. Tu n'en es pas très éloigné quand même. Chez Sephora, c'est le bon moment pour les mamans. À l'occasion de la fête des parfums et coffrets parfums sont à moins 30% jusqu'à dimanche. Chez Sephora, moins 30%, ça se fête. Offre non cumulable dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions sur Sephora.fr. Ouverture ce dimanche, liste du magasin sur Sephora.fr. Sephora, au cœur de la beauté. Un site internet devrait être rapide, sécurisé et facile à tenir à jour. Chez Infomaniac, créez un site web adapté au smartphone en quelques clics pour seulement 5,75 € par mois. Infomaniac, l'hébergeur web préféré des PME. Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, suivre l'actualité politique en Afrique, c'est possible grâce au Bouquet Africain, le premier bouquet audiovisuel de chaînes africaines. Retrouvez jusqu'à 26 chaînes de pays dans une seule offre. Le Bouquet Africain, disponible chez Free, Numéricable, SFR, Bouygues Télécom et sur la TV d'Orange. Plus d'infos sur lebouquetafricain.com. Vous pouvez nous écouter partout en France par téléphone au 07 55 51 19 73. 07 55 51 19 73. Prix d'une communication. Pour partir tranquille en vacances, vérifiez aussi votre pare-brise. Et si vous avez un impact, on le répare si c'est possible. En plus, en ce moment, pour tout dans son vitrage, Carglass vous offre 2 ans d'abonnement gratuit au badge télépéage, valable en France sur toutes les autoroutes et dans plus de 400 parkings. Profitez-en, c'est jusqu'au 9 juin. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Ah, il y en a pour moi chez Cuisine Plus. Enfin pour moi et aussi pour vous. Puisque de vous à moi, Cuisine Plus vous offre la à moi, à vous aussi. Du 2 au 31 mai, Cuisine Plus vous offre la TVA sur votre cuisine à partir de 3 500 € d'achat de meubles sur modèle signalé. Cuisine Plus, c'est facile. Voir conditions en magasin et sur cuisineplus.fr. C'est toi qui tu filmes là? Oui. Et c'est
Il y a plein de réactions. M. Camto, quand même. Voilà. Pardon? Ah oui, M. Camto. Ah oui, en fait, il y a plein de réactions voilà, et des questions. Ah, c'était live? Oui. Ah oui. 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 En fait, il y a des questions aussi que je vais... Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. En ce moment, dans les campings de Happy, les vacances, c'est moins 35%. Pourquoi tu penses si vite? Parce que c'est qu'en ce moment, dans les campings de Happy. Réservez vite parce que c'est qu'en ce moment. Vos vacances en camping à moins 35% sur tohappy.fr. Offre soumise en condition jusqu'à moins 30% sur le camping pour toute réservation avant le 6 juin 2018. Détail de l'offre sur tohappy.fr. Africa, le grand débat avec Francis Laloupo. La Renaissance du Cameroun, le MRC, candidat au Cameroun, et notre frère Abdelaziz Ndongue, journaliste et spécialiste de la relation internationale. Maurice Kamto, alors désormais, votre analyse s'inscrit forcément dans un rapport de force, évidemment, sur la scène politique. Alors, sur le site Cameroun Web, il y a eu un article la semaine dernière qui indiquait que, je cite, les populations kirdi majoritaires dans l'extrême nord se rallient massivement au MRC, elles qui, par le passé, étaient favorables soit au RDPC, soit au MDR de Dakolé Daïsala, ont décidé de se tourner vers Maurice Kamto, et à cet effet, des émissions massives ont été enregistrées ces dernières semaines au sein du RDPC pour le MRC. Fait une citation. Alors, je ne sais pas si c'est la réalité ou un peu d'intox. En tout cas, tant que vous êtes devenu le candidat le plus dangereux pour le RDPC, alors que votre parti ne compte qu'un député à l'Assemblée nationale. Mais c'est à ceux qui disent cela qu'il faudrait poser la question. Ce que je sais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous avons pris notre tâche très au sérieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a lancé un parti politique, on ne voulait pas entraîner les Camerounais dans une aventure lendemain. Et donc il fallait construire un projet politique sérieux et l'appuyer sur une organisation bien implantée sur l'ensemble du territoire. C'est ce que nous avons fait au cours des 6 dernières années. Et là, on a parlé des populations de l'extrême nord, mais on peut parler des populations d'autres régions du pays. Nous sommes un parti national. Parce que certains vous reprochent justement d'avoir créé un parti, disons, plutôt ethnique, quoi, qui drague, je dirais, sur des terrains tribaux. Ben, est-ce que vous voyez qu'ils sont contradictoires avec eux-mêmes? Un jour, ils disent que c'est un parti qui, d'ailleurs, se confine à un village. Mon village d'origine, ou en tout cas celui de mes parents. C'est beaucoup d'électeurs. Voilà, exactement. Et le lendemain, on vous dit, ah oui, mais le chef de son village est élu sénateur du RDPC. Alors, si le chef de mon village est élu RDPC et est soutenu par ces populations, cela veut dire qu'ils ne soutiennent pas mon parti. Et donc, mon parti ne peut pas être un parti d'un village. Donc, tout ça est contradictoire. Un coup, on vous dit c'est un parti régional, ça se limite à l'ouest du pays. Mais le lendemain, on vous dit il y a une adhésion massive des populations de l'extrême nord. Il faut savoir ce que l'on veut. Je crois qu'aujourd'hui, les Camerounais doivent pouvoir constater qu'il y a une alternative crédible au Cameroun, une offre politique sérieuse, qui repose sur un parti politique organisé, structuré, présent sur l'ensemble du territoire national, mais avec un projet politique bien construit, avec un programme articulé, dont nous allons d'ailleurs dévoiler l'ensemble des grandes lignes et d'ailleurs les financements au cours des semaines qui viennent. Alors, il faut quand même, quand on entend la plupart des opposants, ils affirment tous, on les a écoutés, que voilà, tant que le système est en place, le processus électoral ne servira qu'à la victoire du candidat du RDPC. Alors, à quoi sert d'être candidat, je veux dire, dans ce contexte? C'est ça la différence, j'allais dire, entre nous et les autres. C'est que nous sommes partis d'un vrai diagnostic de la scène politique camerounaise. Nous n'avons pas simplement voulu créer un énième parti politique. On s'est dit, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi, dans un pays où on, sans confusément, on a fait une étude sociologique ou un sondage particulier, qu'il y a un malaise global et que l'opposition, pourrait-on, enfin, la population, pourrait-on dire, est majoritairement dans l'opposition, on n'arrive jamais à réaliser cela, à transformer cela en victoire politique. Oui. Nous sommes partis de là, nous avons posé le diagnostic, oui. Nous avons testé nos analyses lors des élections de 2013, nous sommes allés aux élections. Nous avons vu également avec le nouveau code électoral les points de faiblesse du code, donc qui permettent des fraudes. Ça ne veut pas dire que nous pouvons éviter les fraudes à 100%, mais nous savons aussi quelles dispositions il faut prendre pour limiter les fraudes. Vous croyez que si Paul Biya était candidat demain, parce qu'il n'a pas encore officiellement prononcé sa candidature,
je veux dire, pourquoi aujourd'hui les conditions, je dirais, de l'alternance au sommet de l'État par la voie des urnes seraient plus, comment dire, plus davantage qu'autrefois? D'abord parce que je crois qu'on a une lecture statique de scène politique. Donc vous y croyez aujourd'hui, je dirais, à l'alternance au sommet de l'État par la voie des urnes? Absolument, c'est vraiment notre conviction. Paul Biya pourrait être battu donc par les urnes. Ce qu'il se présente, il sera battu, et vous le verrez. Autre chose est de savoir si les institutions qu'il a mises en place vont proclamer le résultat sorti des urnes. Mais vous dire dans les urnes, il sera battu. En fait, oui, non, mais ça c'est une autre paire de manches, parce qu'il aura quand même été battu. Mais ça c'est une autre paire de manches, parce que c'est... On a vu ailleurs sur d'autres cieux, des candidats, en fait, des présidents sortants battus, mais qui sont... D'accord, mais oui, bon, est-ce pour autant qu'il ne faut pas aller aux élections et dire, bon, enfin, c'est plus non, mais la question c'est savoir si vous avez, vous, la capacité, je dirais, pour affronter ceux qui, jusqu'à présent, ne favorisent pas l'alternance par la voie des urnes. Question extrêmement importante, mais moi, je réponds toujours à cette question en disant, chez moi, on dit qu'on ne pleure pas un deuil qui ne sait pas encore. Voilà, donc, voilà, quand le deuil sera là, on va le pleurer. Mais enfin, ce que je voulais dire pour l'instant, c'est que, si vous regardez bien, donc on a eu une lecture statique de la scène politique camerounaise. Peut-être les 2 tiers, pour ne pas dire, enfin la moitié, sinon les 2 tiers de l'électorat camerounais, aujourd'hui, est composé de gens qui n'étaient pas il y a 10 ou 15 ou 20 ans. Donc on ne prend pas cela en considération. Deuxièmement, on ne prend pas en considération le fait qu'il y a une vraie détérioration du climat économique et social. Le discours politique lui-même, j'allais dire social, est déchiré, nous voulons le recoudre, c'est pour cette raison. Il n'y avait pas la crise anglophone dont vous avez parlé en introduction, avec l'ampleur que nous connaissons. Il n'y avait pas la situation que nous observons du chômage massif des jeunes qui atteint 80% des jeunes Camerounais. Et donc tout cela ne peut pas être mis de côté comme cela n'existait pas. C'est fort de cette analyse et de ce que nous observons sur le terrain. Regardez le nombre d'inscriptions sur les listes électorales. En 2011, le corps électoral était de 7 500 000 à peu près. Il est tombé à 7 millions. Là, en avril, on a dit qu'il est autour de 7 90 000 sans nettoyage des doublons. Mais en réalité, on peut dire qu'il y a eu une régression. Mais cette régression vient de ce que, pendant longtemps, on a fait voter des populations d'États voisins au Cameroun. Et que la crise dans la partie septentrionale du pays a empêché justement l'inscription massive de ces populations à nouveau. Donc nous avons un corps qui a réellement évolué par rapport à 2007 ou avant, où on était autour de 4 millions, 5 millions. Ceux qui s'inscrivent aujourd'hui, c'est ceux justement qui ne votaient pas avant et qui ont envie de s'exprimer pour dire leur désaccord. Et vous verrez en octobre ce qui va se passer, les gens vont être surpris. Vous admettrez quand même qu'au-delà de cette démonstration qui est curieuse et tout à fait convaincante, un coup d'état électoral est toujours possible. Oui, absolument. Je saurais vous contredire là-dessus. Oui, Maurice Kamto a évoqué la crise anglophone. Je pense que c'est une question fondamentale et majeure de l'heure aujourd'hui. En l'état, Maurice Kamto, en octobre de l'année dernière, vous avez sorti sur l'effacement du politique, la mise entre parenthèses de la Constitution et de la loi, et aussi la militarisation rampante. C'était en octobre 2017, après les événements du 1er octobre. On a constaté qu'aujourd'hui, les égorgements de population, les villages de villages, de militaires, etc., se sont banalisés presque. Alors, est-ce qu'il faut attendre que vous soyez au pouvoir, Maurice Kamto, pour que la question du dialogue soit posée? Est-ce qu'il faut attendre que vous soyez au pouvoir pour que les rapports de force puissent conduire M. Biya à organiser un véritable dialogue ou bien organiser une sortie de crise? Je crois que tous les Camerounais sont désespérés devant l'inaction du président de la République. Tout le monde sait qu'il a tous les pouvoirs pour régler la crise. J'ai coutume de dire à mes compatriotes, vous nous interpellez, mais moi si je vais à Bamenda ou à Boya, et je discute avec mes compatriotes qui sont là, sans avoir un président de la République, quel que soit le résultat auquel nous parviendrons, on ne peut pas acter. Parce que c'est lui qui a les moyens d'acter des décisions qui vont être obtenues à l'issue d'un éventuel. Vous y croyez encore au dialogue? Non, je crois qu'il a donné toutes les indications qu'il n'ira pas au dialogue. Parce que tout le monde attendait déjà, dans son discours de fin d'année 2016, si je me trompe, lorsqu'il a dit on ne changera pas la forme de l'État, le Cameroun est une république unie et indivisible. Personnellement, j'avais espéré qu'à cette époque, il dirait dans son discours, voilà, on va régler cette affaire, on met en place la régionalisation, qui est contenue dans la Constitution. Dans la Constitution qu'il a voulu en 1996. Parmi les solutions que vous préconisez, vous parlez de régionalisation, de décentralisation, fédéralisme même. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, ce sont 3 options donc, qui seraient retenues à l'issue d'un dialogue. Absolument. Or, le mois dernier, le ministre camerounais de
de l'Association et du développement local, Paul Atanjanji, lui, déclarait très clairement que le dialogue n'était plus à l'ordre du jour. Il donnait même un ultimatum d'ailleurs anglophone pour déposer les armes. Donc on n'est plus du tout, je dirais, dans un processus de dialogue. On s'en est plutôt éloigné. Vous avez raison. C'est devant ce constat que nous pensons que le gouvernement actuel ne peut pas régler la crise. D'abord parce qu'il n'a pas la volonté de régler la crise, mais aussi parce que désormais il s'est discrédité. Donc il est disqualifié pour le faire. Parce qu'il n'est plus audible du côté des anglophones. Parce qu'il a en réalité toutes ces personnalités ont montré qu'il ne pouvait pas apporter une solution à la crise, quand bien même d'ailleurs elle viendrait de la partie anglophone. C'est pour cela que nous disons l'élection est une clé. Parce que si vous changez de gouvernement, vous changez d'équipe, de personnel politique, vous pouvez avoir le dialogue dont le pays a besoin. Ceux qui disent le dialogue n'est plus à l'ordre du jour, n'ont rien compris à la construction des sociétés et des nations. Une nation est une invention de chaque jour. Nous sommes dans des pays qui ont 1000 ans d'âge. Et ces nations n'ont pas été toujours comme elles sont aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce qu'on veut nier la crise anglophone qu'elle existe. La question de la forme de l'État n'est pas tabou selon vous? Non, du tout, absolument pas. C'est pas ce qu'on entend de votre côté, en tout cas du côté du pouvoir. La seule question qui n'est pas à l'ordre du jour, qui ne sera jamais sur la table, c'est la sécession. Ça n'est pas une option. Après cela, on peut débattre de la forme de l'État au Cameroun sereinement. Oui, vous l'avez dit, il y a la question du programme du MRC sur un statut particulier qui sera accordé à ces deux régions dites anglophones au Cameroun. Mais ce qui était intéressant dans votre propos tout à l'heure, c'est la question de la fabrique des nations. J'ai suivi un propos très intéressant, d'autre part, puisque je m'intéresse à ces questions panafricanistes. C'était sur les États-Unis d'Afrique centrale avec le trait d'union qui existe entre les populations, sur une idée de Barthélemy Boganda, effectivement. Et alors, j'allais vous poser la question, la double question suivante. Premièrement, Maurice Kamto, est-ce que vous pensez qu'il y a une question identitaire dans la crise anglophone? Et car la question de l'héritage colonial des langues, c'est substituer une question d'identité propre de région-là. Et ensuite, est-ce que vous pensez que ceux qui se sont constitués comme ambazoniens pourront entendre ce que vous leur proposez dans une alternative qui est celle du MRC? Pour rappeler que l'Ambazonie, c'est le nom que les militants anglophones ont donné à leur ce qui est supposé être leur territoire. Oui, c'est un mot, c'est pas pour l'occulter que je ne prononce pas volontiers, parce que effectivement, je ne veux pas donner l'impression au Cameroun, enfin aux gens qu'il y aurait une partie de notre territoire qui serait un État ou une nation. Non, cela étant dit, la question que vous posez est importante. Est-ce que à la question de l'héritage culturel anglophone, c'est superposé ou il y a en dessous, j'allais dire, une question identitaire spécifique? Non, je ne crois pas. Parce que les anglophones... cela produit, c'est ce que disait Abdelaziz, une identité spécifique qui serait donc, comment dire, différente de celle des autres Camerounais. Absolument, absolument. Mais tout comme on peut dire la même chose du côté des francophones. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai l'impression que nous, francophones, nous regardons toujours les choses à partir de notre propre perspective. C'est-à-dire, quand vous êtes anglophone, ils se demandent, mais enfin, pourquoi ces francophones ne comprennent pas que nous, par exemple, nous voulions parler l'anglais, que nous voulions avoir, par exemple, des universités avec ce système anglo-saxon, que nous voulions appliquer la common law en matière de droit des affaires. Ils ne comprennent pas. Et effectivement, quand on fait l'effort de se mettre à leur place, parce que si vous dites à un francophone, bon, à partir de demain, voilà, c'est l'anglais qui sera dominant chez vous, vous allez appliquer le common law, vous allez, je ne sais pas moi, et d'autres choses. Le francophone a dit au nom de quoi et pourquoi. Or, n'oublions pas que les deux parties du pays sont au même niveau en 2016. Le condominium franco-britannique, c'est en 1916. Et aucune des deux parties n'a demandé à être sous condominium ou à être sous administration de ces deux pays. Donc nous devons accepter ce double héritage, qui effectivement est un héritage du Cameroun et non pas un héritage. Comment rendre compatible ce double héritage avec l'exigence de la construction de l'État-nation? Est-ce que l'État-nation n'existe pas dans des pays où il y a pluralité d'héritage? Je crois que le Canada est bilingue. Et même si effectivement il y a des velléités indépendantistes dans ce pays, il reste que c'est une nation. Enfin, en tout cas, c'est un pays uni. Et on pourrait multiplier. Aujourd'hui, il y a des pays, même comme les États-Unis, où on voit une minorité hispanophone monter en puissance. Et manifestement, Cameroun, on n'a pas pacifié l'identité spécifique. Non, la diversité n'a pas été pacifiée. Non, je ne crois pas. Et vous avez posé une question, est-ce que donc, ceux qui revendiquent la sécession entendront mon discours? Je pense qu'on va faire une offre.
et avec le souci justement que la majorité qui est modérée trouve une réponse à ses attentes et se décroche de cette minorité qui veut la sécession et la partition du pays. C'est la façon de régler le problème. C'est le modèle. Aujourd'hui, on pousse tout le monde dans les bras, on pousse tout le monde dans les bras des sécessionnistes, des extrémistes. Et c'est ce qu'il faut couper. Il faut vous voulez dire à ceux qui aujourd'hui militent dans les zones dites anglophones, je prie, quoi, c'est ça. Hein. C'est la phrase qui manque aujourd'hui de la part du pouvoir. C'est ça. On marque une pause, monsieur. On revient dans 2 minutes pour la suite de ce débat. Merci. Oui. D'accord, c'est le Jumbo Poulet. Jumbo Poulet est le parfait mélange entre des épices finement sélectionnées et un délicat goût. Pour réussir tous ces plats, Jumbo Poulet, c'est le choix sûr. Présent Rogarougaï Extra Musica en concert live. Samedi 26 mai au Palais des Congrès de Montreuil. De 93 à 2018, Rogarougaï Extra totalise 25 années de carrière. Pour cette occasion exceptionnelle, Rogarougaï Extra Musica vous invite très nombreux au Palais des Congrès de Montreuil. Concert inédit, Rogarougaï Extra Musica, un rendez-vous à ne pas manquer. Les web radios numéro 1 à écouter sur africa1.com. Coupé décalé, Rumba, Africa Club, Africa1.com. Africa, ça c'est ma radio. Retour du grand débat dans moins d'1 minute sur Africa numéro 1. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron. Il y a de quoi, hein. Je suis au rayon de glace chez Lidl. Il va falloir garder son sang-froid, hein, parce que dès demain, pendant un XXL, les 6 bâtonnets glacés vanille chocolat amande plus 2 gratuites sont à 1,99 €. 8 glaces à 1,99 €. Moi, ils sont complètement fondus. À moins de 25 centimes la glace, ils sont plutôt givrés, oui. Oh, on est malin. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 8 fois 90 grammes, 2,76 € le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé. Il y a un message qui me dit qu'il sont des centaines connectés au Cameroun. Là, on a... Tu as déjà joué? C'est vrai? Ouais, non. Très bien. T'as déjà essayé? Non, non. Assez d'a priori. Venez vérifier. On repolitise la société. La preuve par l'hybride. Une candidature. L'hybride Toyota jusqu'à 4 000 € sans aucune condition. Toyota, offre particulièrement cumulable dans le réseau participant jusqu'au 26 mai. Détails sur toyota.fr. Africa, le grand débat avec Francis Laloupo. L'élection présidentielle au Cameroun, notre invité, exceptionnel, Maurice Kamto, candidat déclaré à cette élection de numéro 1. En principe, en octobre prochain, Maurice Kamto est président du mouvement pour la Cameroun, le MRC. Abdelaziz Mondé, journaliste de relations internationales. On va rester donc sur la crise anglophone. Crise évidemment compliquée parce que voilà, c'est une crise qui vient se rajouter à notre crise sécuritaire, la lutte contre Boko Haram. Quel bilan faites-vous de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram? Je pense que, avant toute chose, je voudrais féliciter chaleureusement, si je puis, les forces de défense de mon pays, le Cameroun, qui pendant 4 ans, depuis au moins 2014, ont sacrifié leur vie, n'ont rien épargné pour assurer l'intégrité territoriale de notre pays. Mais je voudrais associer à ces félicitations et à ces remerciements les partenaires du Cameroun qui ont apporté leur accompagnement technique pour nous permettre justement de bien identifier les réseaux, enfin l'origine des attaques terroristes et de mieux les contenir. Maintenant, en termes de bilan, je dirais le bilan est important en termes de perte de vies humaines, et notamment parmi les populations, si on ne le dit pas assez. Malheureusement, l'Afrique ne retient pas autant d'attention lorsqu'il y a des attaques terroristes de ce genre, comme les pays occidentaux, mais il fut une époque où c'était quasi quotidien. Et donc nous avons payé, et nos populations de l'extrême nord en particulier, ont payé un lourd tribut. Est-ce que la réponse militaire du pouvoir
a été à la hauteur, je dirais, du fléau, du péril, de la menace. Je crois oui, mais il faut toujours encore combiner la réponse militaire avec la réponse socio-économique. Parce qu'au fond, cette secte a aussi prospéré sur la pauvreté, parce que c'est une des régions les plus pauvres du pays, parce qu'elle a été abandonnée, il faut le dire. Les projets de développement qui existaient par le passé ont été démantelés au cours des ans. Il reste à peu près une ou deux grosses entreprises agro-industrielles comme la Semerie et la Sodicoton, mais cela ne permet pas de pouvoir les populations, notamment la jeunesse, en emploi suffisant justement pour les écarter des chemins des terroristes. Je pense qu'il est temps qu'il y ait un vrai plan de développement, non seulement de l'ensemble du pays, mais de façon plus spécifique de ces régions. Ce sont des réponses que nous avons dans notre programme, parce que nous pensons que ces populations sont très travailleuses, il leur manque très peu de choses pour être extrêmement productives. Par exemple, de l'eau, c'est une région où il faut rendre l'eau disponible. Aujourd'hui, périodiquement, il y a une menace de famine dans ces régions, tout simplement parce que la production agricole dépend uniquement de la pluviométrie. Si un cultivateur de l'extrême nord rate la fenêtre d'opportunité des 2 premières semaines de pluie, sa récolte est perdue, elle sera faible. Et donc, on sait le problème, on a posé le diagnostic et les réponses existent. C'est ce que nous allons faire. Donc, en réalité, pour couper complètement les liens entre les populations ou les tentations que les populations pourraient avoir vis-à-vis du discours des sectes islamistes, il faudrait effectivement encadrer davantage ces populations, les accompagner dans le processus de développement, renforcer les structures d'éducation, parce que là aussi, quand on y va dans ces régions-là, on constate que le système éducatif est un peu abandonné. Maurice Kamto, vous êtes souvent présenté comme chantre de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Comment pensez-vous restaurer, si vous étiez élu demain, pensez-vous restaurer ces valeurs dans un pays, voilà, il faut dire qu'après 35 ans d'un régime qui a privatisé tous les leviers du pouvoir? C'est une question fondamentale, parce que la gouvernance déterminera la capacité de notre pays à se mettre au travail de la modernisation, ce que nous proposons, moderniser le pays. Comme l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens et avoirs, donc il y a une loi de 2006, il reste le décret d'application. Nous l'avons élaboré également en son temps et nous l'avons adressé au chef de l'État, c'est à lui de signer, parce que s'il signe, on peut mettre en place le comité devant lequel on doit déclarer les avoirs. Et j'ai promis, je me suis engagé devant les Camerounais que si ils me faisaient l'honneur, la confiance de me confier les rênes du pays, l'un des premiers que je signerai, c'est la mise en place de ce comité, parce que je voudrais moi-même déclarer mes biens et avoirs avant d'entrer en fonction, pour que les Camerounais n'aient pas le moindre doute au niveau d'enrichissement entre le moment où j'entre et le moment où je sors. Donc ça, c'est au niveau global. Alors, comment instaurer cette nouvelle culture? Parce qu'on entend bien, évidemment, que vous en appelez à une nouvelle culture politique, culture du comportement, à de nouvelles pratiques, je dirais. Absolument. Comment instaurer tout cela sans heurter ceux qui, jusqu'à présent, ont eu intérêt à la pérennisation du système en place? Il ne faut pas craindre de heurter. Je crois qu'il faut d'abord informer, dire aux gens très clairement ce qu'on veut faire. Il y en a qui ont intérêt à ce que le système aujourd'hui soit maintenu. Oui, j'en conviens avec vous, mais ce sera dans... Donc il y aura des tensions, il faudra les gérer, ces tensions. Il ne faut pas les occulter, il faut s'y préparer. On doit s'y préparer. Effectivement, il y a des gens qui ont intérêt à ce que rien ne bouge, mais ça doit bouger, parce que si on veut mettre le pays dans le bon sens, et surtout le pays à affronter la compétition mondiale dans un monde global, il faut absolument restaurer la bonne gouvernance dans notre pays. Et je veux bien qu'il y ait des Camerounais qui demandent que l'on soit souple, mais il faudra que les gens comprennent une fois pour toutes qu'on devra tourner la page. 35 ans, ça instaure quand même une culture. Oui, mais pourquoi ça se perpétue? Parce que je vous ai dit, l'exemple vient du sommet. Lorsque vous donnez l'exemple et ensuite, vous êtes absolument inflexible sur l'application de la loi, il faut que les Camerounais n'aient pas le sentiment qu'ils peuvent bénéficier aujourd'hui ou demain du fruit de la corruption ou de l'atteinte à la fortune publique. Parce que les gens vont en prison en disant, bon, ben, je peux aller en prison si j'ai 10 milliards quelque part, et si je peux passer 10, 15, 20 ans en prison, c'est pas grave, je retrouverai mon argent ou ma famille. Mais il faut justement les dissuader et qu'ils comprennent effectivement que ni eux ni leur famille ne bénéficiera jamais du fruit de la corruption. Et ça, c'est le message que nous voulons donner de façon très claire et ferme. Si cette strate-là comprend le message, ensuite ça peut descendre dans le reste de la société. Alors, Maurice Kamto est l'auteur d'un ouvrage sur le droit international de la gouvernance. Absolument.
Alors, dans ce travail-là, qui est très intéressant, puisque c'est un domaine novateur, il y a la question de la gestion des affaires publiques. J'ai vu que le président, l'État du Cameroun a acquis de nouveaux véhicules pour, dit-on, la parade officielle du président. Ça semble être anecdotique. Et j'ai vu que dans les commentaires, les Camerounais ont comparé votre arrivée au Palais des Congrès avec voilà, ce qui pourrait être vos agents de sécurité, votre personnel de sécurité, avec votre 4x4 et celui du président Biya. En fait, cette question, je la pose pourquoi et je fais ce développement pourquoi. Parce qu'on voit qu'il y a une crise civique. C'est-à-dire qu'on compare un véhicule privé, c'est-à-dire que celui de Maurice Kamto, avec un véhicule de l'État du Cameroun, au point de dire RDC, MRC d'un côté. Alors, quand je parle de ce droit de la gouvernance, c'est pour dire, demander à Maurice Kamto, est-ce que vous pensez que les comportements peuvent se transformer comme ça du jour au lendemain? Peut-être que l'article 106 peut le permettre, mais vous savez très bien, Maurice Kamto, qu'au Cameroun, la question de l'enrichissement illicite est plus importante que la question de la déclaration des biens. Et que ça demande un dispositif encore plus large. Et enfin, si vous me permettez, je veux vous demander, mais comment on arrive à transformer en un an une société comme celle-là, ou bien donner une perspective beaucoup plus longue, voilà, une perspective beaucoup plus longue pour changer ce qui est devenu une façon d'être, qui est devenue une façon d'être ontologiquement camerounais. Une véritable révolution culturelle. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Je crois que sérieux si je vous faisais croire que d'un coup de bâton magique, en arrivant le lendemain, tout cela va cesser. Ou qu'en mettant en place le dispositif de déclaration des biens, on va régler tout. Mais ça contribue justement à combattre l'enrichissement illicite. Pourquoi? Parce que si vous déclarez vos biens et on connaît votre niveau de fortune, et que demain, à la sortie, on constate que vous avez une fortune qui s'est multipliée par 5, alors que l'on sait quels sont vos revenus mensuels, effectivement, c'est très facile de constater de l'enrichissement illicite. Maintenant, je reviens à ce que vous avez dit par rapport à véhicule. Voilà, c'est une comparaison absolument renversante. J'ai le même véhicule, je l'ai acheté en 2005, ce véhicule. 4x4 d'occasion en 2005. Donc c'était déjà d'occasion en 2005. Et je l'ai, le même véhicule, depuis 2005 à cette date. Et on veut comparer à un véhicule, comme dit blindé, qui a coûté 1 million d'euros, 3 véhicules. Voilà. Je rappelle que c'est 3 véhicules qui ont été acquis pour le compte de l'État du Cameroun à 1 million d'euros pièce. Voilà. 1 million d'euros. Voilà, vous voyez donc que c'est surréaliste de faire une pareille comparaison, non seulement entre un véhicule public et un véhicule privé. Encore, on n'a pas la décence de dire, quand tu as le même véhicule depuis 2005, hein, 2005, j'en ai pas changé. Et c'est ce véhicule qu'il avait acquis d'occasion déjà. Voilà, c'est surtout cette confusion entre public et privé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'y peux rien. Voilà. Quand vous avez vu des gens courir autour de mon véhicule, c'était quelques militants enthousiastes. J'ai pas de garde prétorienne. L'anecdote était éclairante. Merci beaucoup. On va marquer une pause pour le flash info de 19h préparé et présenté par et nous retrouverons notre invité spécial, Maurice Kamto, candidat à la présidentielle au Cameroun, pour la présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. Nous retrouverons également, bien sûr, Abdelaziz Moundé. Ce sera donc après le flash info. Nous serons ensemble jusqu'à 19h20 sur la radio africaine. Ne partez pas. À tout à l'heure. Numéro 1, le grand débat. Tu es un peu plus instruit sur les enjeux. Ouais, ça c'est... je vois comment ça se passe. C'est intéressant. Moi, il y a des propositions, parce que toi, chez moi, par exemple, au Sénégal, les hommes politiques critiquent énormément. Et très peu font de propositions. Celui qui a fait une proposition, c'est Malick Gakou. Tout le reste, ils sont dans... Là, moi, ce qui est intéressant, c'est il y a des propositions. Il y a des choses intéressantes derrière. C'est extrêmement simple d'envoyer des newsletters à des milliers de personnes. Utilisez-le. Et se défendre bien. Ça, c'est le plus C'est un spécialiste de la communication qui parle. C'est ça, c'est pour ça que je la remercie. Les éléphants de la musique africaine sont de retour. Découvrez L'Anticolo, le nouvel album des frères Touré Kunda, et célébrez avec eux leurs 40 ans de carrière à travers le monde entier. Tu veux que je prenne un appel? Réécoutez
prends l'appel. Un seul. Un seul. Pour le nouveau numéro. Mais il faut qu'il soit bref. Hein. Quel numéro? Merci de suivre le direct de notre débat avec Maurice Kamto. Nous allons continuer tout à l'heure, le temps de de permettre que Africa numéro 1 diffuse son journal. Et je remercie tous ceux qui posent des questions. Nous allons les répercuter à notre invité. Et puis, évidemment, ça s'inscrit dans vraiment la dynamique que nous voulons instaurer, c'est de mettre le débat, les idées au centre de la prochaine présidentielle, ou tout au moins au centre de la vie politique au Cameroun, car on a constaté, et je l'ai redit encore dans un post hier, que les dérives de sens, les dérives qu'on constate sur les réseaux sociaux ne peuvent être exorcisées, autant pour moi, vraiment c'est le terme que je voulais utiliser, ne peuvent être exorcisées que s'il y a un vrai débat, si la fabrication d'un nouveau Camerounais, d'un nouveau Cameroun repose sur le débat. Le débat, nous allons l'instaurer avec différentes personnes qui aspirent à gouverner notre pays, les différentes personnes qui aspirent à proposer pour que notre pays soit un pays phare dans la construction africaine, un pays phare pour ses enfants, un pays encore plus uni, rassemblé, qui a réglé la crise anglophone, qui a réglé ses problèmes démocratiques, qui a réglé ses problèmes sociétaux, qui a réglé ses problèmes sociaux. Et c'est pour cette raison que nous voulons un débat de fond avec les Camerounais tous ensemble, car il s'agit de cela. Il ne s'agit pas d'être bamiliqué, d'être boulou, d'être bassa et d'être stigmatisé. Véritablement de faire le débat pour que le Cameroun soit un grand pays, que le Cameroun corresponde effectivement à cette idée d'Afrique en miniature. Et c'est pour cette raison que je me suis engagé pour que tous les candidats, toutes les forces politiques, tous ceux qui veulent vraiment que le Cameroun rayonne, vibre à nouveau, puissent s'exprimer. Et donc voilà, nous observons une petite pause tout à l'heure. Nous allons revenir en studio avec l'invité du jour, Maurice Kamto. Et comme je disais, nous allons avoir d'autres candidats, d'autres Camerounais du Cameroun et de la diaspora, parce que la diaspora n'est pas à l'extérieur du Cameroun géographiquement, mais les Camerounais sont vraiment, véritablement en connexion avec leur pays. Et c'est de cette manière que nous allons reconstruire ce pays qui n'est pas totalement abîmé, puisque nous avons encore des forces d'espérance, qui n'est pas totalement abîmé, puisque nous avons encore des Camerounais qui réagissent, puisqu'il n'est pas totalement abîmé de mon point de vue, puisque nous pouvons tous ensemble, avec tous ceux qui le souhaitent, régénérer la République des idées. Je veux m'investir pour cette République des idées. C'est celle qui refondera le Cameroun. Nous sommes tous Camerounais, quel que soit l'endroit où nous venons au Cameroun. Nous sommes tous des Camerounais. Les partis politiques ne sont pas des officines tribales. Les partis politiques sont des laboratoires d'idées. Les partis politiques doivent concourir à l'expression du suffrage sur des bases rationnelles. Et c'est pour cette raison que nous organisons, nous mettons en mouvement effectivement cette culture des idées, cette culture du débat, cette culture de la réflexion, cette culture des propositions, pour que les Camerounais puissent faire leur choix. Le moment venu où tout au moins puissent développer les alternatives qui correspondent. Donc vous avez quelques questions, je vais pouvoir les répercuter à notre invité du jour tout à l'heure, des questions qui vous semblent être pertinentes, des questions qui vous semblent être justes, appropriées, dans la perspective effectivement de ce Cameroun nouveau que nous souhaitons générer, ce Cameroun nouveau que nous souhaitons susciter, ce Cameroun nouveau que nous souhaitons mettre en avant à travers les idées. Donc tout à l'heure, effectivement, Maurice Kamto vous dira bonsoir, puisque la demande est faite par les uns et les autres. Vous en avez la promesse, il est en studio avec les autres. Et puis, tout simplement, j'attends que vous posiez effectivement des questions, que vous fassiez part de vos attentes, de vos expériences, de vos analyses sur la situation du Cameroun, de l'Afrique de manière générale, puisqu'il s'agit d'élargir la perspective, de l'ouvrir pour que le débat public au Cameroun soit celui du peuple intelligent que nous sommes, du grand peuple que nous sommes, du peuple que nous allons ressusciter. Merci. L'instant Macron, il a même pas laissé des applaudissements là, tellement il avait voulu. C'est trop macroniste cette radio. Politique de clientèle en quelque sorte
qui ne bougerait pas, qui serait alloué à certains quartiers, certains espaces. Président Emmanuel Macron. C'est la fin de ce propos. Je vous laisse en compagnie de Francis Lalou pour des invités pour la suite du grand débat. Votre prochain rendez-vous avec l'info africaine, c'est à 20h précisément avec le partenaire en direct de Dakar. Ça fait une belle santé après un long week-end. Voilà, bien reposé. Merci, on vous retrouve demain avec un autre plaisir. C'était le Flash Info de tout de suite le retour du grand débat avec notre invité spécial, Maurice Kamto. Africa. Le grand débat avec Francis Lalufo. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, candidat à la prochaine élection présidentielle la faculté de droit de Yaoundé, notamment notre frère invité Abdelaziz Zanoundé, journaliste spécialiste des relations internationales. On va écouter tout de suite un auditeur qui a apporté sa contribution à ce débat. Monsieur Bertrand au téléphone. J'espère que vous nous entendez dans le studio. Oui. Bertrand, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bienvenue, on vous écoute. D'accord, je voulais poser une petite question. Bonsoir, monsieur Maurice Kamto. Bonsoir, monsieur. Oui, je suivi un peu le début de votre débat, et monsieur Adepo qui a brossé un peu votre CV. Et j'ai compris que vous êtes un grand intellectuel camerounais et que vous êtes enseignant à l'université. Vous êtes enseignant à l'IRIC, une prestigieuse école qui forme les diplômes de l'Afrique centrale. Ma question, c'était de savoir, avec tout ce bagage intellectuel et avec qui va avec, est-ce que vous n'avez pas, avant d'entrer au gouvernement, vous n'avez pas connu les pratiques de la gouvernance de M. le Président de la République du Cameroun, M. Paul Biya? Et face à ça, pourquoi vous avez accepté de rentrer dans le gouvernement et puis au jour d'aujourd'hui démissionner? Je comprends les raisons que vous avez avancées pour votre démission. Vous entrez dans un gouvernement que vous savez déjà à peu près comment il fonctionne, ce qu'ils sont en train de faire, et après vous démissionnez. Est-ce que vous ne pratiquez pas ce qu'on appelle au Cameroun la politique du ventre? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, j'aimerais savoir, M. Maurice Kamto, je constate un peu que vous êtes un peu régulier en Europe pour essayer de rencontrer les dirigeants européens, notamment les dirigeants français. Est-ce que pour un homme politique qui n'est pas encore au pouvoir, qui cherche à prendre du pouvoir en Afrique, est-ce que pour lui, ce n'est pas venir prendre des leçons à l'Occident pour diriger? Est-ce que ce n'est pas une façon de se lier les mains et les pieds pour que si demain il prend le pouvoir, il n'a pas la parole à dire non à des contrats qui sont des contrats bidons, je peux dire ça comme ça, excusez-moi du terme, vis-à-vis du continent européen. Merci. Merci de cette question bien précise. Maurice Kamto va vous répondre. Oui, je vais vous répondre. S'agissant de la première question, pour faire bref, vous avez parlé de la politique du ventre. Je suis toujours surpris par certains de mes compatriotes qui ne comprennent pas que l'on puisse servir son pays en étant en désaccord avec la conduite de la politique gouvernementale. Je vous ai dit que mon analyse personnelle, puisqu'on ne m'a jamais donné les raisons pour lesquelles on m'a proposé d'entrer au gouvernement, mon analyse personnelle m'inclinait à penser que on m'a fait entrer au gouvernement parce que j'avais la charge de la conduite d'un dossier qui était un dossier important, d'un conflit frontalier entre mon pays et un pays voisin. Je vous signale... Il faut préciser pour les auditeurs que vous avez plaidé donc, avec succès, il faut dire, devant la Cour internationale de justice, pour le retour de la presqu'île de Baki au Cameroun, après de longues années de disputes et de contentieux avec le Niger. Exact. Et pour justement la gouverne de notre auditeur, je lui dirais que après le prononcé de l'arrêt, j'étais invité par l'université de Munich. Tous les papiers existent pour enseigner à l'université de Munich. J'avais d'ailleurs mon accord jusqu'à ce que le gouvernement nigérian, fait par le ministre des Transports, dise qu'il rejette l'arrêt. Dès cet instant, j'ai dit que mon propre travail n'était pas terminé. Et donc le ministre de l'enseignement supérieur avait déjà marqué son accord à l'époque pour que j'y aille. Et donc je suis resté. Et je pense que si on regarde bien les événements, il se rendra compte très rapidement que dans les négociations, je conduisais les négociations du
J'étais doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques. Et mon interlocuteur, mon interface du côté nigérian était ministre de la Justice Attorney du Nigeria. Donc d'un point de vue même des relations entre deux États, il y avait un déséquilibre. On pouvait légitimement d'ailleurs se demander si le représentant du Cameroun avait réellement le niveau et le mandat nécessaire pour engager son pays, parce que vous avez d'un côté un ministre et de l'autre un doyen. Mes analyses m'inclinent à croire que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on m'a donné un petit grade supplémentaire, parce qu'on n'est pas allé d'ailleurs jusqu'à faire de moi le garde des Sceaux. Après tout, j'étais ministre délégué. Je crois qu'on a voulu épingler l'appellation ministre à mes fonctions. Et donc, cher monsieur, ce n'était pas la politique du ventre, parce que pour que ce fût la politique du ventre, il aurait fallu qu'on établisse que j'ai, par exemple, distrait des fonds publics, que j'ai pris ce à quoi je n'avais pas droit, que je me suis enrichi de façon justement illicite au gouvernement. Ça n'est pas le cas. Au demeurant, si vous avez suivi un peu mon parcours que l'on a aimablement présenté tout à l'heure, vous comprendrez que je suis quelqu'un qui était dans la nature. J'ai un métier. Je suis avocat et je pratique devant la Cour internationale de justice. Je n'ai pas défendu que le Cameroun. J'ai défendu d'autres États devant la Cour internationale de justice. Le Niger en particulier, dans deux affaires. La Guinée, et à l'époque la Guinée-Conakry, même dans une procédure avant de me retirer dès que je suis entré au gouvernement, face à la République démocratique du Congo. On peut gagner sa vie avec cela sans avoir besoin de pratiquer une politique de ventre. Donc ça, je voudrais que l'on soit clair là-dessus. Je pense qu'il devrait y avoir dans notre pays ce genre de crispation. Il y a quelque chose que je ne comprends pas chez nous, c'est que quelquefois, on aime et en même temps, on n'aime pas. Donc, jugez-moi sur ce que j'ai fait et non pas sur ce que vous avez en tête. La deuxième... Une réponse rapide pour la deuxième question, donc, oui, qui était sur... vos relations avec vos interlocuteurs étrangers, notamment français. Je parle d'un studio de la radio et vous me dites je suis venu en France régulièrement rencontrer les autorités françaises. Je suis à Paris aujourd'hui, alors si vous voulez, pour tout vous dire, je suis à Paris depuis quelques jours maintenant en tant que membre du curatorium de l'Académie du droit international. Je viens participer aux réunions annuelles du curatorium de l'Académie du droit international de La Haye qui se tiennent à La Haye et à Paris. Ça se tient en janvier à La Haye et au mois de mai à Paris. Alors, si chaque fois que je mets les pieds en France, c'est parce que je viens voir je ne sais quelle autorité gouvernementale. D'ailleurs, si vous savez comment ouvrir leurs portes, dites-le moi, parce que je ne sais pas comment ça se fait. Vous n'avez rencontré aucune autorité officielle française? Non, en tout cas, jusqu'à présent, non. Donc, s'il veut que par le passé, j'en ai rencontré, oui, il y a quelques années. Mais non, en tout cas, le gouvernement, j'ai rencontré personne. Non, parce que... J'ai étudié en France, je peux avoir des personnes aussi qui sont devenues des personnalités importantes en France. Voilà, je ne vais pas m'interdire de les rencontrer parce qu'on ne m'accuse pas de... Vous savez, mon pays est curieux. Un jour, on m'a demandé, mais dites-nous ce que vous êtes allé dire à l'ambassade de France. On vous a invité à la... Mais, comment voulez-vous que l'on interpelle quelqu'un de cette manière-là? Alors que ce n'est pas la seule ambassade où j'ai été invité. J'étais invité à l'ambassade des États-Unis, de Suisse, d'Italie, d'Espagne et partout. Et on m'interpelle de cette façon. Il ne faut pas avoir cette espèce de traumatisme qui nous empêche d'imaginer que les Africains peuvent par eux-mêmes concevoir des politiques qu'ils vont appliquer dans leur pays. Et de toute façon, il faut que nous le disions aujourd'hui. Nous n'allons pas nous couper du reste du monde. Il faut quand même entretenir des relations avec les pays du monde. Et que cela nous plaise ou pas, parce que vous parlez de la France, c'est un pays qui a des relations historiques avec le Cameroun, qui a des intérêts au Cameroun. Est-ce que on va s'interdire justement de leur parler tout simplement pour qu'on ne vous accuse pas de recevoir des ordres de Paris? Croyez-moi, monsieur, j'ai tout dit. Je travaille pour le peuple camerounais et mes ordres viendront du peuple camerounais. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Alors, une question. On sait que la fin des régimes de longue durée, si je peux dire, c'est le cas de Paul Biya. Ce genre de régime, il faut que ces régimes arrivent à leur, disons, quand ces régimes expirent en quelque sorte, cela entraîne souvent des conflits, d'héritage, de succession. On a vu le cas récemment en Côte d'Ivoire ces dernières années. Comment éviter ce genre de situation? Une des raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique, c'est pressentant précisément cette difficulté que nous entrevoyons tous et que vous venez de bien décrire dans mon pays. Je me disais, il faut tout faire, en tout cas apporter sa contribution pour que l'on ne passe pas par la case du conflit armé. Nous pouvons nous épargner un conflit inutile parce que de toute façon l'expérience
montre que même lorsqu'on passe par la case d'un conflit armé, on finit toujours autour d'une table de négociation. Pourquoi ne pas nous épargner justement l'armée et discuter ensemble entre nous, Camerounais, pour trouver les solutions nécessaires justement à l'évolution de notre pays, à l'alternance et au règlement des différentes crises qui existent dans le pays. Alors comment on fait pour éviter cela? Ça ne dépend pas d'une seule partie. Ça dépend à la fois de ceux qui détiennent les commandes, les leviers du pouvoir au pays aujourd'hui, et aussi des acteurs politiques, y compris de l'opposition comme nous. Le type de discours que nous tenons à l'opinion. Et il ne vous aura pas échappé que j'insiste beaucoup sur les élections. Parce que justement, c'est la modalité qui évite une crise armée. Si les gens jouent correctement le jeu, il faut que les urnes nous disent quels seront les prochains dirigeants du Cameroun et non pas ceux qui savent manier la Kalachnikov. Et je pense que quand je dis, ça dépend aussi de ceux qui tiennent les leviers du commande. Voyez-vous, si le président Biya, c'est pas parce que je redoute l'affronter, loin s'en faut. S'il le veut, on ira aux élections. S'il est adversaire, on ira aux élections ensemble. Donc, je dis, je redoute l'affronter électoralement, il faut que ça se comprenne très bien. Donc, si il pouvait ajouter, il pouvait sortir avec un grand panache, en disant, j'ai conduit le pays pendant 35 ans, j'ai donné ce que j'avais de mieux à mon pays. J'arrive à un âge maintenant où je peux organiser les choses pour que ça soit dans le calme et que je passe le témoin à celui que les Camerounais auraient choisi. Ce serait l'idéal. Parce que lui, parce qu'il tient encore les leviers du commande, a la possibilité de le tempo, de contrôler les forces de défense et de sécurité et tout. Est-ce qu'il le fera? C'est la grande question. Mais s'il ne le fait pas, alors on ira aux élections en espérant justement les forces de défense et de sécurité comprendront aussi qu'elles ne travaillent pas pour un individu, mais c'est pour la République. Effectivement, qu'elles se préparent à travailler avec d'autres Camerounais. Elles auront, ces forces, servi la République sous un président. Il faut qu'elles se préparent à servir la République sous un autre président, parce que j'ai toujours dit, moi, je ne fais pas la politique pour faire la chasse aux sorcières. On ne fera pas de purge. C'est la même administration, on va essayer justement de la réformer. Ce sont les mêmes forces qu'il faudra qu'elles se mettent au service de la République. On n'aura plus le temps parce que c'était prévu que je vous pose des questions sur, je dirais, cet appareil judiciaire qui est en train de, évidemment, il y a une fièvre judiciaire, l'appareil s'accélère à la veille des élections, des personnalités politiques qui sont aujourd'hui inquiétées par la justice. Je vais vous poser une question sur cette opération dite épervier, opération de lutte contre la corruption qui parfois ressemble à des compte politique. On n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est pas grave. Je veux dire, on aura l'occasion évidemment de vous réinviter, je l'espère, en tout cas Maurice Kamto. Et quand vous serez élu président, peut-être qu'on aura l'occasion de faire la première interview. Avec grand plaisir. Rapidement, une dernière question. Alors, Maurice Kamto, qu'est-ce qui empêche une dynamique unitaire de l'opposition? Vous êtes débattu sur le terrain, vous l'avez annoncé, mais on constate que ce qui était un espoir en décembre est devenu une sorte de serpent de mer. Vous avez raison. Mais vous connaissez fort bien la scène politique camerounaise. Et vous savez quels sont les obstacles à la dynamique unitaire. J'entends souvent dire ce sont les égos. Ce n'est pas les égos. C'est que nous avons une scène politique qui est vraiment piégée, qui est minée. Et beaucoup d'acteurs politiques n'ont pas les coudées franches. Quand vous parlez de un à un, n'est-ce pas, face à face, vous sentez qu'il y a de la bonne volonté. Mais j'ai l'impression de force, parfois, n'est-ce pas, qui dépasse l'individu et qui fait qu'aujourd'hui, si vous regardez les discours des uns et des autres, vous avez l'impression qu'il y a des avancées à appuyer, il y a des reculs. Et c'est là que je dis, si on continue de dire que s'il n'y a pas une candidature unique de l'opposition, on écrit la définition camerounaise avant la lettre. Parce que tout le monde sait qu'il n'y aura pas de candidature unique. Alors il ne faut pas faire comme si il y aura une candidature unique. Moi, j'ai un devoir de vérité aux Camerounais. Cherche la candidature, en tout cas une dynamique unitaire, mais en leur disant, il ne faut pas vous accrocher à l'idée que tant que nous n'avons pas de candidature unique, on va gagner. Pourquoi? D'abord, l'histoire, je convoque l'histoire. En 92, il n'y avait pas de candidature unique. On oublie que ni John Founi est candidat. On oublie que M. Bello Bouba était candidat, que Adamou Namjo a été candidat, que M. Ebois, l'ancien secrétaire de la présidence, ministre d'État, était candidat, etc. Et que, en principe, tout indique que l'opposition avait gagné. Et donc, je voudrais que les Camerounais comprennent que nous recherchons une dynamique unitaire. Si on l'a, la victoire est certaine. Si on ne l'a pas, on va se battre pour que la victoire soit possible. Il faut que les électeurs
Parce qu'en 2011, sur 5 millions d'électeurs potentiels, il n'y avait que 900 000 inscrits. Absolument. Il faudrait peut-être les mobiliser aussi. Vous avez absolument raison. Le message clé de cette émission, c'est de dire aux Camerounais, ceux qui ne sont pas encore inscrits, allez vous inscrire massivement. Il reste encore quelques jours avant la convocation du corps électoral, parce que dès que le corps électoral sera convoqué, vous ne pourrez plus vous inscrire. Et ensuite, allez et surveiller le vote. La victoire est au bout de cet effort. Merci Maurice Kamto, merci beaucoup d'être venu, président du MRC, candidat à la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Et bon retour au Cameroun. Merci beaucoup. Abdelaziz Mounet, merci, journaliste spécialiste des valeurs internationales. Merci à toute l'équipe du Grand Débat. L'émission a été réalisée par Valentin Blanc. Vous l'avez écouté sur titre en podcast, bien sûr, dès ce soir. Et rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute de la radio africaine. Et n'oubliez pas, prenez grand soin de la beauté. Salut en tout cas. C'était un plaisir de vous rencontrer aussi. Qu'est-ce que vous proposez? Ce modèle-là. C'est ce que nous appelons ça chez nous le chantier de la production. Avec le premier, nous pensons que pour moderniser l'économie, il faut avoir un plan global d'aménagement du territoire. Dans notre pays, ça a une importance particulière parce qu'aujourd'hui, pour installer une infrastructure, l'État est confronté justement, souvent d'ailleurs, à des fonctionnaires qui ont anticipé, ont immatriculé et donc il faut les oublier. Ça coûte cher. Quand je prends par exemple le port en eau profonde de Douala, on était à pratiquement 24 milliards uniquement d'indemnisation des gens. Dans des zones qui n'auraient pas dû être privatisées. Donc il faut faire un plan d'aménagement du territoire. Après maintenant, sur le plan économique, notre premier levier c'est l'agriculture. Et pour lancer l'agriculture, au Cameroun, nous disons il faut créer un semencier national, c'est-à-dire un organisme qui produise la semence et la rende disponible. 2, il faut faire la mécanisation à double niveau, la petite mécanisation non motorisée, simple, traditionnelle, attelée, pour réduire la pénibilité de la tâche pour l'agriculture familiale de 1 à 5 hectares. Après les moyennes et grandes exploitations, c'est la mécanisation avec les tracteurs. 3, il faudra pouvoir produire sur place au Cameroun les intrants agricoles et autres, et de préférence les engrais biologiques, parce qu'aujourd'hui ça existe dans le monde, parce qu'on voit ce que la de façon à pouvoir. Et lorsque vous faites cela, il faudra articuler cela avec l'agro-industrie, c'est-à-dire au fond tout ce qui tourne autour de cela. Ça c'est le premier axe. Deuxième, c'est refaire l'industrialisation du Cameroun. Jusqu'à 1980, c'était parmi les pays, je crois, subsahariens, Sénégal, peut-être, enfin pas peut-être Côte d'Ivoire, qui avait réellement commencé à mettre en place un embryon d'industrie dans ces pays-là. Chez nous, ça est vraiment démantelé avec l'invasion des produits asiatiques. Il faut refaire cela en reconstruisant des filières, mais de faire des choix de filières parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Donc là où nous avons un avantage comparatif et nous en avons, il faut le faire. Bien entendu, je suis gêné aux entournures avec les APE parce que c'est un problème. Voilà. Et les APE, clairement, pour vous, c'est une erreur. Oui, pour moi, c'est une erreur. Ça, je l'ai dit très clairement. Il faudra rediscuter les termes parce qu'on ne peut pas faire tout le contraire de ce que tous les pays dits émergents. L'autre chose en dehors de la filière industrielle, c'est les technologies de l'information et de la communication. C'est une filière parce que nous avons des jeunes extrêmement talentueux. Je vois d'ailleurs les jeunes africains, mais vraiment les Camerounais, je les connais, ils ont pu mettre en place d'eux-mêmes ce qu'on appelle aujourd'hui la Silicon Mountains sans l'appui de l'État. Ils sortent des choses, oui, ils font vraiment des choses extraordinaires aujourd'hui. Il faut les accompagner. J'ai vu par exemple ce qui s'est fait au Kenya avec Moi Kibaki et le dernier. La dernière filière, c'est, bon, en dehors du tourisme, enfin, c'est vraiment mettre en place une industrie financière. Pour moi, c'est important. Articuler autour d'une bourse de valeur à Douala. Pas pour faire comme... Il faut une bourse de valeur d'un niveau continental à Douala. L'économie camerounaise, quand je vois le niveau de capitalisation boursière à Accra, un seul pays, c'est supérieur au niveau de capitalisation de la bourse d'Abidjan, qui est une bourse régionale. Effectivement, en modernisant l'économie, parce que la bourse, l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'une PME peut mettre 25% de son capital sur le marché boursier et récolter assez d'argent pour faire sa croissance. Qu'est-ce qui empêche celle de Douala ou de Libreville d'avoir ce type de capitalisation? Parce que l'État a mis son nez dedans. Il faut laisser les opérateurs privés le faire. C'est leur business. Donc il faut laisser les acteurs privés organiser la bourse. Deuxièmement, il faut que l'État accompagne les PME camerounaises à rationaliser leur gestion. Souvent, vous le savez comment c'est la gestion familiale. On ne va pas en mourir avec les gens familiales. Il faut tenir une comptabilité. On peut le faire. Donc voilà pour l'économie avec donc, dernier levier.
Je crois que l'État doit pouvoir intervenir dans des secteurs où le secteur privé local ne peut pas intervenir. La SNI aurait pu le faire. Maintenant, elle n'a pas pu l'utiliser à cette fin et bon, accompagner les champions nationaux. Voilà moi ce que... Alors, il y a tout simplement une question, c'est celle de la double nationalité, puisqu'on a un public de diaspora. J'ai toujours dit que j'étais favorable à la double nationalité. Nous avons un pays qui a un problème spécifique, c'est notre voisinage avec un géant, avec un grand voisin qui a près de presque 200 millions d'habitants, 180 millions, mais avec une population d'un seul pays sur le territoire camerounais, on est de 6 millions. Ça n'est pas rien. Dans la double nationalité, on ne peut pas évacuer cela. Donc, je suis favorable à une formule à l'indienne où il y a plusieurs types de papiers. Vous avez les nationaux. Monsieur Mundi, qui est camerounais d'origine, s'il est devenu français, ça ne me pose pas de problème. Mais s'il y a, par exemple, un ressortissant d'un pays voisin, la nation, c'est tous les droits. Par exemple, je pense par exemple à la fonction présidentielle. Un des débats qui n'est pas public au Cameroun, c'est de dire, mais enfin, s'il y a 6 millions de Nigériens au Cameroun, ça veut dire qu'ils peuvent nous donner un président de la République. Bon, est-ce qu'on va le permettre? Et donc, je crois que quand on est un homme politique, il faut être responsable. Et c'est un débat que je ne peux pas évacuer, je ne peux pas faire semblant de ne pas l'entendre. Donc voilà, sur la double nationalité, il n'y a pas de problème. Les Camerounais, si j'ose dire, qui sont Camerounais, peuvent acquérir d'autres nationalités avec tous les droits qui s'y attachent. Mais les autres, il faut en discuter. Et je ne dis même pas que j'ai de la solution dans le chapeau. Mais il faut en discuter pour voir est-ce que, effectivement, ces personnes peuvent accéder à toutes les fonctions. Est-ce qu'on peut dire qu'elles peuvent accéder au Parlement? Donc il y a un encadrement de cette... voilà. Je crois que ce soit choquant plus que cela. On admet bien aux États-Unis que quelqu'un qui a immigré, voilà, ne peut pas. Voilà, donc je crois que exactement, il faut que nous soyons raisonnables parce que certains de nos compatriotes de la diaspora sont parfois beaucoup trop exigeants là-dessus et n'intègrent pas cela. Voilà. Et ils oublient que demain ça va créer des problèmes et nous avons la responsabilité de gérer ces problèmes-là comme voilà, les gens qui comprennent ce qui se passe. Merci. Merci d'avoir suivi ce direct et à très bientôt pour d'autres débats sur le Cameroun.